Alors que les marches sont interdites sur tout le territoire ivoirien depuis le 9 octobre, le PPA-CI annonce une grande manifestation le 8 novembre prochain. Une décision qui intervient dans un climat tendu, marqué par des affrontements, des arrestations et des accusations de braquage électoral. Mais cette marche aura-t-elle vraiment lieu? Afromédia décrypte la situation. Alors, le contexte est le suivant. L'autorité préfectorale a produit un communiqué interdisant toute marche sur les 2 mois à venir. Et aujourd'hui, on apprend que le Parti des peuples africains annonce une marche. Analyse, décryptage à Lamine Fofana. On est toujours dans la même logique. Déjà, la première interpellation, c'est que c'est une marche du PPA-CI et non une marche du Front commun. Depuis le processus électoral, l'ensemble des marches étaient menées dans la sphère du Front commun. Donc on se demande aujourd'hui, est-ce que peut-être il n'y a pas des préoccupations ou des divergences entre le PDCI-RDA et le PPA-CI, parce que vraisemblablement, la majorité de leurs revendications n'ont pas porté de fruits. Donc c'est la première interrogation à se poser. La deuxième interrogation, c'est beaucoup de préoccupations. En Côte d'Ivoire, même les situations présidentielles les plus tumultueuses où les marches ont pu déceler des événements, c'était des marches post-électorales rapides. Voilà, donc là, l'élection présidentielle est finie. Déjà, même le simple fait d'annoncer la marche au 8 novembre, ça donne en même temps la latitude aux autorités de pouvoir prendre toutes les dispositions pour contrer la marche. Le PPA-CI est toujours dans sa logique de défier les institutions de la République, car trouvant illégitime ce scrutin. C'est un peu la problématique qu'on abordait hier. On aura certainement les mêmes résultats. On n'aura pas une autre situation. On aura un parti politique qui va vouloir marcher. On aura les autorités qui vont vouloir empêcher la marche et ça va causer encore des tensions, voire des arrestations. On espère qu'il n'y aura pas de morts, mais l'une des grandes interpellations aussi, c'est que la marche du 11 octobre qui a été interdite, on n'a vu aucun cadre de l'opposition participer à cette marche. Contrairement à la marche du 9 juin qui a eu lieu à Yopougon. Donc on se demande, est-ce que cette marche du 8 novembre qui est annoncée là, les autorités du PPA-CI, les cadres du PPA-CI vont prendre les devants pour montrer l'exemple à cette jeunesse qu'ils veulent mobiliser dans les rues pour pouvoir exprimer leur mécontentement. Le temps nous le dira, mais comme je l'ai dit hier, c'est une stratégie qui ne va pas aboutir à un résultat significatif que de troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Docteur Adielou. Merci, M. Djerasouba, pour l'invitation. Ce communiqué produit par la direction du PPA-CI, pour moi, est un torchon d'enfumage. Vous y allez fort, hein? Oui, c'est un torchon d'enfumage. Mais malheureusement, on ne peut plus nous enfumer dans ce pays. Parce que lorsque nous étions dans l'opposition, ils n'ont pas pu nous enfumer, ce n'est pas maintenant qu'ils le feront. En fait, ils savent que dans les semaines à venir, ils feront face à la justice pour répondre à l'appel, aux différents appels, à la sédition, au renversement des institutions de la République. On a vu les conséquences de ces différents appels. Des forces de défense et de sécurité pris à partie, attaquées, des morts, des biens publics incendiés. La Constitution ivoirienne, en son article 34, en son article 44, il est bel et bien stipulé que les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Malheureusement, on a constaté des atrocités sur l'ensemble du territoire, des destructions des biens publics, etc., etc. Donc, pour la marche du 8, il n'y aura pas de marche le 8. Il n'y aura pas de marche le 8. Là où on les attend, c'est de faire face à la justice. Donc, il produit ce communiqué pour faire croire à l'opinion qu'ils contestent les résultats de l'élection présidentielle et que les autorités veulent les empêcher de pouvoir marcher. Le 8, il n'y aura pas de marche. Quelle autorité, quel pouvoir sérieux pourrait autoriser une marche d'une opposition antidémocratique? Aucune. Parce que la même Constitution qui autorise les marches, en son article 20, parle de marche pacifique. Parce qu'au titre de la Constitution, on a des droits. Donc, au titre des droits, l'article 20 de la Constitution parle de marche pacifique. Mais dans la même Constitution, on a également des devoirs. Et dans les devoirs, il est bel et bien inscrit qu'à l'article 29 de notre Constitution, que l'État garantit le droit d'opposition démocratique. L'État garantit le droit d'opposition démocratique. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez dans la République, l'État garantit vos droits, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes antidémocratique,
l'État ne peut pas garantir vos droits. Donc la marche du 8, elle n'aura pas lieu. Mohamed Nour Dirassouba. Oui, merci Ali. 3 choses. Tout d'abord, je rejoins Elamine quand il parlait du fait qu'il y ait... On n'a pas vu le PDCI dans le communiqué, justement, et ça interpelle quand on sait qu'il y a eu un front commun. Et ça nous amène à nous poser une question. Est-ce qu'on s'unit pour des raisons idéologiques, pour des programmes concrets, ou est-ce qu'on s'unit simplement parce qu'on veut faire partie du RHDP? Ça, la question reste posée, on n'aura pas la réponse ce soir. Deuxième chose, c'est que ce que je retiens dans le communiqué donc, du PPACI, c'est que j'entends des phrases se dresser contre ce qu'ils appellent le braquage électoral. Moi, j'ai mon avis sur la question des marches. Une marche qui a lieu le 8 novembre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le 8 novembre soir, on a fait avancer le pays? Est-ce qu'on a fait avancer les Ivoiriens? Tout simplement parce que je pense que la notion de marche, elle a affaibli en Côte d'Ivoire. Marcher ne va pas permettre de véritablement améliorer la situation. Je pense que c'est une énergie qu'on peut conserver et cette même énergie peut être réutilisée pour les législatives. Tout simplement parce que je pense que la meilleure façon, si moi j'étais conseiller de l'opposition aujourd'hui, moi je dirais simplement que la meilleure façon aujourd'hui de pouvoir véritablement porter les revendications, la meilleure façon de pouvoir forcer le gouvernement au dialogue, de pouvoir véritablement les emmener là où ils veulent, c'est les législatives. Si l'opposition a la majorité absolue aux législatives, je vous rappelle que le gouvernement ne pourra pas faire passer les lois, certaines lois, le budget ne pourra pas être voté comme le gouvernement le souhaiterait. Donc ils ont des moyens, ils ont la possibilité de mettre une pression au gouvernement. Donc cette énergie, aller faire une marche, quand on sait qu'il y a aujourd'hui un arrêté préfectoral qui interdit des marches sur 2 mois, je crois, c'est s'affaiblir et c'est aussi emmener certains militants en prison parce qu'on a l'information déjà que ceux qui vont marcher vont aller en prison. Donc cette énergie, il faut la réutiliser, se préparer pour des législatives et pouvoir aller vraiment en rang, pas en rang dispersé, mais en rang bien organisé pour pouvoir justement inquiéter un tant soit peu le gouvernement. Troisième chose, c'est l'implication de la société civile. Vous savez, il y a cette ordonnance-là du 12 juin 2024 qui interdit justement les organisations de la société civile de se mêler des questions politiques. Donc là encore, on revient sur... et malheureusement, je ne vois pas encore le gouvernement agir face à cela. Quand on voit certains acteurs de la société civile qui s'impliquent dans les questions politiques, j'en connais pas certains qui ont été justement confrontés à la justice. Donc ça, peut-être qu'il faudra revoir ça aussi à ce niveau-là. Très bien. Certainement qu'on reviendra sur effectivement la situation de la société civile dans le jeu politique, parce que c'est un sujet qui fait l'actualité au regard des derniers développements. Mélina Makissi, est-ce que le fait que le PPACI et le PDCI-RDA sont partis ensemble dans leurs revendications dans le cadre du Front commun, et aujourd'hui voir le PPACI seul faire une déclaration pour appeler ses militants à une marche le 8 novembre, est-ce que vous y voyez finalement un début de division au sein de cette coalition de l'opposition? Il y a de quoi s'interroger aujourd'hui. Déjà au sujet du PPACI et donc cette marche qu'ils annoncent le 8 novembre, déjà moi j'ai plusieurs questions également. C'est pourquoi déjà le 8 et pas le premier, puisque c'est le premier samedi, c'est dans quelques jours. Aussi, je rejoins également Mohamed Nour quand il disait qu'il y a les législatives qui arrivent. Donc là, quel signal est-ce que le PPACI envoie aujourd'hui à ses militants, puisque là, ils sont encore dans la contestation plutôt que de se mobiliser pour aller aux législatives, ou si effectivement ils arrivent à donc montrer le mécontentement qu'ils ont face au pouvoir et donc faire changer les choses. Très bien. Et justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que dans cette posture-là, le PPACI se dirait, vu qu'on conteste la dernière élection présidentielle, est-ce qu'on irait dans une posture de contestation au point de louper le virage, le rendez-vous des législatives? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question et moi je pense qu'il serait préférable aujourd'hui pour l'opposition et donc pour le PPACI dont on parle ce soir de justement se concentrer sur les législatives à venir pour espérer donc peser dans ces futures élections. Pour jouer le jeu de la démocratie. Docteur Adiolo, je vous vois prendre des notes depuis, ça n'en finit pas. Allez-y, vous avez la parole maintenant. Dites-nous. Je vais rebondir un peu sur ce que Mélina vient de dire. La cohérence en politique. La cohérence en politique, parce que là, dans leur communiqué, ils ne reconnaissent pas les élections qui viennent de se dérouler, ils ne reconnaissent pas le résultat, ils contestent. Mais je pense réellement que certains députés iront aux élections législatives. Certains députés. Et puis, je voulais aussi préciser que dans le communiqué, j'ai vu Simon Do. Simon Do du PDCI que j'ai aperçu. Même si le PDCI n'est pas signataire du communiqué, mais la présence de Simon Do, pour moi, veut dire que le PDCI est pratiquement en accord avec le PPACI sur la cette initiative. Pour cette initiative. Je voudrais aller de fond en comble dans le communiqué.
la première strophe, on nous parle d'un mandat anticonstitutionnel. Bon, on ne va pas revenir dessus, puisqu'on a déjà fait le débat ici, le Conseil constitutionnel a tranché, donc là, c'est fini. Ensuite, au niveau de la troisième strophe, il nous parle de forces de l'ordre qui ont été déployées. 44 000 forces de défense et de sécurité, selon eux, qui ont été déployées pour mater les populations. Mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire que lors d'une élection, des forces de défense et de sécurité sont déployées. Et je voudrais même féliciter le gouvernement d'avoir eu le nez creux de déployer 44 000. Parce qu'avec 44 000 forces de défense et de sécurité déployées, avec ce qu'on a vu, imaginez un instant qu'on n'avait pas 44 000 forces de défense et de sécurité déployées. Aujourd'hui, le pays serait pratiquement à la ruine. Ensuite, toujours dans leur communiqué, ils font allusion à la page, à la strophe 5. Oui, je pense, oui, à la strophe 5. Oui, ils appellent à manifester. Mais lorsqu'ils appellent à manifester, où sont eux-mêmes leurs enfants? Où sont eux-mêmes leurs enfants? Leurs enfants ne peuvent pas être au chaud dans les universités à l'étranger et puis eux appeler les enfants des autres à descendre dans la rue. On constate déjà que le 11, les enfants qui ont marché sont actuellement au pôle pénitentiaire. On parle de plus de 730 jeunes qui sont arrêtés. Leur avocat, Ange Rodrigue Dadier, a rendu visite à certains prisonniers. Mais son récit est très alarmant. Ces enfants sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. C'est le lieu donc de lancer un appel aux jeunes de vraiment se ressaisir et de ne pas suivre ces hommes politiques qui ont leur avenir pratiquement derrière eux. On parle aussi de... Oui, là j'ai noté aussi un certain nombre de choses. Des bus brûlés, des forces de défense et de sécurité qu'on a tuées, etc., etc. Qui devra répondre? Mais il faut bel et bien que quelqu'un puisse répondre. Donc, il faut que ceux-ci s'apprêtent à faire face à la justice. Parce que nous sommes dans un état de droit. Jusqu'à quand on va continuer à contester les institutions de la République? Jusqu'à quand? Il est temps que l'opposition puisse s'inscrire dans un schéma républicain. C'est ce que je voudrais dire. Alamine Fofana, tout à l'heure, dans le développement de Sylvain Guédé de Bailly, il semblait dire qu'il faut que l'opposition, notamment le Front commun, réévalue sa stratégie à la faveur de la présidentielle. Est-ce que vous partagez cet avis? Bien évidemment, et c'est ce qu'on dit depuis quelques mois, une semaine maintenant. Et quelque chose aussi qui est beaucoup oublié par les hommes politiques, c'est qu'ils sont souvent dans le mirage de la popularité. C'est qu'en politique, aussi Alassane Ouattara qu'on soit, aussi Laurent Gbagbo qu'on soit, il y a une réalité qui fait que vous devez forcément maîtriser le terrain. Donc, ils partent d'abord des acquis depuis les années antérieures, de la légitimité charismatique de Laurent Gbagbo, de la légitimité rationnelle de Laurent Gbagbo, de la légitimité aussi traditionnelle de leur leader. Mais la réalité sera un peu vilaine lorsqu'à un moment donné, ils vont vouloir suivre un processus électoral et ils vont voir que le terrain est avancé de manière incroyable. Le terrain politique est très difficile. C'est un peu comme quelqu'un qui arrête de faire du sport. Une fois que tu dois reprendre, tu souffres. Donc, lorsque vous en savez quelque chose? Oui, c'est vrai. Lorsque l'opposition va vouloir reprendre la politique, parce que pour moi, actuellement, ils ne font pas de la politique. Ils font une série de communiqués. Lorsqu'ils vont vouloir reprendre la politique, lorsqu'ils vont voir le terrain, ils vont se rendre compte que le terrain est devenu très difficile. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'occuper le terrain politique Et l'espace médiatique, peut-être? C'est qu'il l'occupe très mal. C'est qu'il l'occupe très mal, surtout quand on a le PPACI. Excusez-moi, ADCI peut se permettre ça. Mais quand on a la trempe d'un parti politique comme le PDCI, comme le PPACI, où leur leader c'est Tidiane Thiam, c'est Laurent Gbagbo, on ne se contente pas de vivre que médiatiquement. On doit vivre politiquement. Donc vivre politiquement est tributaire des meilleures des actions sur le terrain de bout en bout. Il y a une autre analyse sur laquelle j'aimerais vous entendre. Sylvain Guédé de Bailly s'est prononcé également là-dessus. La probable inadéquation ou le fait que les appels n'aient pas été... L'adhésion, justement. L'adhésion des populations qui sont appelées justement à sortir dans les rues. Pour beaucoup d'observateurs, finalement, ces appels ne sont pas si entendus que ça. Bien évidemment, parce que... C'est à ça que vous faites référence quand vous dites qu'il y a déphasage? Bien sûr, c'est un autre point aussi. Surtout quand on prend l'histoire de l'homme. Le président Laurent Gbagbo, dans la meeting antérieure, il dit « Je m'appelle Laurent Gbagbo. Allez-y, leur dit ça. Il n'y aura pas d'élection. On va se battre. » Donc, la conclusion du discours, la suite logique du discours, c'est un mot d'ordre. Donc, tous les militants du PPACI s'attendaient à un mot d'ordre. Donc, le président Laurent Gbagbo fait une interview où c'est à partir de la 43e minute, une interview de 53 minutes, où à partir de la 43e minute, il force pour dire qu'il n'appelle pas les gens à marcher dans les rues, mais il soutient ceux qui marchent dans les rues. Ça décourage une bonne partie des militants. Parce que pour donner un mot d'ordre, on n'a même pas besoin de 15 minutes. En 5 secondes, on peut donner un mot d'ordre. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, dans l'interview, il explique que lui-même ne voulait pas être candidat. Même quand il dit que c'est parce que le président Alassane Ouattara a déposé sa candidature que lui aussi il est parti. Ça montre qu'il y a des vieilles stratégies qui sont encore
qui sont encore en place. On va à une élection présidentielle quand on estime qu'on a des idées, on a des initiatives, on a des politiques publiques qui vont mieux répondre aux besoins et aspirations des populations que celui qui gère l'appareil. On ne va pas à une élection présidentielle parce que l'autre va à une élection présidentielle. Ça devient une lutte d'ego, ça devient... Et c'est le mot qui est revenu dans le communiqué de Mme Simone Veil-Gbagbo. Elle a estimé que ces personnes-là ont été égoïstes. Donc pour dire aussi qu'effectivement, ça a dessus une bonne partie de leurs militants. Il y a des militants qui sont un peu radicaux, qui ce discours-là peuvent leur contenir. Dans un discours politique, le discours politique est adressé à plusieurs franges de la population. Il y a des personnes, on n'a même pas besoin de leur dire expressis verbis marcher. Ils peuvent estimer qu'à travers certains codes, ça veut dire qu'on n'a qu'à marcher. Mais pour la majorité de ces jeunes-là, ils voulaient un discours bref, précis, concis, qui dit clairement prenez les rues, là où peut-être même le leader allait le faire. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'a même pas peut-être la capacité physique de mener cette lutte-là et ce combat. Pour dire aussi que ça peut laisser une préoccupation sur même la mobilisation. Quand on a vu les images du 11 octobre, quand on sait que ceux qui ont été pris le 11 octobre sont encore en prison, on ne sait même pas dans quelle situation ils sont, on ne sait même pas dans quelle mesure juridique le dossier avance. Ça décourage une bonne partie de ces jeunes-là. Et quand on voit le président Laurent Gbagbo estimer qu'il prend sa retraite politique là où d'autres disent que le président Laurent Gbagbo quitte, c'est à nous de faire nos preuves. Un jeune passionné ou fanatique du président Laurent Gbagbo est plus à l'aise de suivre Laurent Gbagbo qu'un autre cadre du PPACI. Mais quand ce dernier dit qu'il prend sa retraite, ça peut aussi impacter négativement la mobilisation de cette marche qui est projetée pour le 8 novembre. Très bien. Sylvain Guédé-Debailly, tout à l'heure, dans l'un de ses développements, Dr Christian Adjelou a fait référence à la justice en disant la justice fera son travail. Toutes celles et ceux qui ont appelé à des manifestations, qui ont conduit à des violences, il faut que la justice fasse son travail. Vous disiez, vous, il ne faut pas tout de suite brandir la menace de la justice. Il faut parler réconciliation. J'ai envie de vous poser une question que beaucoup se posent. Toutes celles et ceux qui, chez eux à la maison, ont été victimes de violences ou dans la circulation ou des forces de l'ordre dont les parents ou les communautés attendent réparation. Si on met la justice de côté, finalement, comment ça doit se passer, selon vous? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Voilà. Hein. Je vous invite à faire un développement là-dessus. Ce que je vais dire, il ne s'agit pas de mettre la justice de côté. D'ailleurs, la justice même n'a pas eu besoin d'être interpellée, n'a pas eu besoin d'être interpellée que déjà elle est en branle. Elle s'est auto-saisie. C'est la République. Elle a son champ d'action. Mais je vais dire que, oui, la justice peut se mener en même temps que l'action politique parce que tout ce qui a engendré tout ce que quelqu'un appelait tout ce brouhaha-là, c'est bien la politique. Donc après... Mais dans un contexte où on a l'impression qu'on assiste à un dialogue de sourds entre les politiques. Oui. Comment la politique pourrait intervenir? Oui, c'est en cela que... Parce que les positions de part et d'autre sont tranchées, on est d'accord. C'est ça. Et c'est en cela que le balai de médiateurs auquel on assiste devrait prendre un sens. Mais on a l'impression que les médiateurs qui arrivent en Côte d'Ivoire ou tous ceux qui ont envie de nous aider qui arrivent, bon, ils viennent prendre le pouls de la situation et puis après, quand ils vont, on n'entend plus rien. Bon, ils vont peut-être venir à la prochaine saison et puis bon, le même scénario. Un de nos aînés journalistes disait que n'y a-t-il personne en Côte d'Ivoire avec tout ce qui se passe? N'y a-t-il plus d'autorité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit autre chose? N'y a-t-il plus d'autorité qui puisse interpeller face à ce que nous vivons aujourd'hui? Il peut y avoir dans cette Côte d'Ivoire au moins des voix d'autorité pour dire aux uns et aux autres que nous avons un bien commun qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit aller de l'avant, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, moi je pense que pour le moment nous sommes à chaud. Pour le moment, il y a les émotions qui s'expriment ça et là. Mais il viendra peut-être le temps de la raison qui va nous permettre de passer à autre chose. Mais pour que cela advienne, il faut quand même qu'on maîtrise la parole, qu'on maîtrise le langage pour accompagner tout cela. La tension monte à l'approche du 8 novembre. Entre interdiction, détermination et appel au dialogue, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Afromédia, au cœur de l'actualité ivoirienne. Abonnez-vous pour ne rien manquer.